toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin pour cette deuxième journée de l'ID and KYC Forum. C'est toujours un plaisir de vous accompagner, de vous retrouver pour ces sessions. Et donc on poursuit nos échanges, hein, puisque hier on a effectivement bien remis à la fois le client, le citoyen, le consommateur au cœur des usages du numérique et donc au cœur des mutations technologiques. Et là on va revenir avec notre invité sur comment l'identité numérique peut notamment améliorer le quotidien du citoyen. Plusieurs sujets donc avec Eric Salobir, président de la Human Technology Foundation. Eric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Alors peut-être quelques mots hein, pour nos invités. La Human Technology Foundation a réalisé des travaux, notamment un groupe de travail avec Project Liberty, et vous avez notamment focalisé votre attention sur 4 verticales: la protection de l'enfance, la santé, le vote en ligne et puis la responsabilité dans la création de contenus synthétiques. Et là, vous l'avez compris, on parle forcément d'intelligence artificielle et de l'IA générative. On va y revenir. Effectivement, dans chacun de ces travaux, vous avez aussi regardé comment l'identité numérique pouvait être un vecteur porteur, protecteur pour notamment les plus vulnérables. Et on va y revenir peut-être avec le premier point d'attention. Et je sais que c'est un sujet qui est très important pour vous, Eric, la protection des mineurs notamment. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est ce que Guy nous rappelait hier hein, en préambule, où effectivement on voit une exposition de plus en plus importante des mineurs, d'ailleurs parfois vraiment très jeunes, à des contenus qui peuvent être évidemment... Alors des contenus qui sont pas appropriés, préjudiciables, voire dangereux. Certains chiffres sont quand même éloquents. Hein, 2,3 millions de mineurs ont d'ores et déjà consulté des sites pornographiques, et nous parlons d'enfants de 12 ans. Ce qui doit quand même soulever quelques questionnements, en tous les cas nous inquiéter, surtout nous inviter à agir. Alors Eric Salobir, première question évidemment que j'ai envie de vous poser. Comment face à ce constat, à cet état de fait aujourd'hui, pensez-vous que l'identité numérique puisse apporter quelque chose de vertueux pour protéger nos enfants en ligne? Et c'est d'ailleurs un sujet d'actualité puisque c'est au cœur du projet de loi SREN qui était d'ailleurs à l'étude hier à l'Assemblée. Exactement. Alors juste peut-être pour dézoomer un tout petit peu, vous dire le cadre des travaux qu'on a fait. Il y a 1 an et demi, le gouvernement du Canada nous avait demandé de les aider à bâtir une public policy autour de l'identité numérique, des bonnes pratiques qui pourraient s'appliquer à toutes les provinces qui étaient par définition pas du tout d'accord entre elles. Et on les avait accompagnés en faisant quelque chose qui était quand même assez large, techno-agnostique. Et juste après ça, des partenaires comme La Poste, comme Thales et d'autres membres de notre fondation nous ont demandé de traduire ces grands principes en bonnes pratiques concrètes que des professionnels pouvaient directement appliquer. Et c'est là qu'on a choisi ces grandes verticales, ces groupes de cas d'usage qui nous semblaient être les plus utiles. Alors après, on continuera bien entendu à travailler autour de l'identité numérique sur d'autres façons d'apporter de l'utilité aux citoyens. Et pour répondre à votre question, moi, je pense que quand on parle des enfants en ligne, en fait, il y a 3 grands types de risques. Le premier, effectivement, c'est l'accès à des contenus complètement inappropriés. Alors, vous parlez de 12 ans, malheureusement, pour les garçons, en France, ça commence à partir de 6 ans. On n'imagine pas trop comment c'est possible, mais c'est possible en utilisant le téléphone du grand frère ou dans la cour de récréation, etc. Et donc, effectivement, ça veut dire une exposition à la sexualité bien avant qu'émerge une affectivité correspondante. Donc, ça pose un problème de structuration personnelle. Ça pose une autre difficulté, c'est que ça leur donne l'impression que finalement, être nu devant une caméra, c'est à peu près normal. Et la moitié des contenus pédopornographiques sont fournis par les enfants eux-mêmes sans aucune contrainte, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que tout le monde fait ça. Et là, inutile de vous dire que les pédophiles se régalent. Et donc, ça, c'est une première difficulté. L'autre difficulté, elle n'implique pas d'adultes. C'est lorsque des enfants vont harceler d'autres enfants en ligne. Et là, on a une difficulté qui est la tension entre maintenir l'anonymat, et vous savez bien qu'en ce moment, c'est le grand débat à l'Assemblée nationale, maintenir l'anonymat d'un côté
parce que si un jour la France devient une démocratie illibérale, on sera content de pouvoir indiquer notre point de vue tout en nous protégeant, et en même temps être capable de repérer les harceleurs et de les neutraliser. Et puis le troisième point, bien entendu, c'est la pédophilie par elle-même, c'est des adultes qui se font passer pour des enfants. Mais nous, on a surtout travaillé sur ce premier cas de la preuve d'âge, parce qu'il y a des lois qui normalement font que les sites de pornographie doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Bien entendu, s'il y a juste un bouton sur lequel il faut certifier sur l'honneur qu'on a plus de 18 ans, c'est quand même une protection qui est proche du zéro absolu. Et donc, en fait, on se rend compte que l'identité numérique peut apporter beaucoup en termes de certification de l'âge et de preuve de majorité. Et on va dire, tout ce qui a été tenté jusqu'à présent, la difficulté, c'est que ça impliquait soit une carte d'identité, soit une carte bancaire, et bien entendu, personne n'utilisait ça. Donc en fait, tout le monde bypassait, et si les adultes bypassent, les enfants aussi. Et donc en fait, le big step up, vraiment l'amélioration qu'on a apportée, c'est un travail autour de la certification avec un double anonymat, c'est-à-dire en fait passer par une application qui sait que vous avez besoin de prouver votre majorité, mais qui ne sait pas pourquoi, et le site pornographique ne sait pas non plus qui vous êtes. Donc dans ce cas-là, il y a une protection de l'anonymat de l'utilisateur. Alors, on parle de pornographie, mais on peut parler aussi de paris en ligne, on peut parler d'acheter de l'alcool ou des feux d'artifice dangereux, etc. Pour tout ça, effectivement, ça permet, ce double anonymat, de protéger l'anonymat de l'utilisateur et ça met en place un tiers de confiance. Et puis, on pousse aussi pour avoir des applications multi-usages, c'est-à-dire que si c'est seulement pour garantir votre majorité, le gros danger, c'est qu'on se doute bien que c'est pour des trucs d'adultes, et donc il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir les utiliser. Alors que si c'est la même application qui permet d'avoir, par exemple, votre permis de conduire en ligne, qui vous permet de faire un certain nombre de démarches et qui permet de prouver votre majorité, dans ce cas-là, effectivement, la preuve de majorité, c'est comme un side product, c'est quelque chose de, on va dire, de socialement beaucoup plus acceptable, et c'est ce qu'on pousse à faire avec peut-être le troisième point, c'est une interopérabilité, c'est-à-dire qu'en ce moment, chaque pourvoyeur de solutions veut vendre sa solution à un site internet, et si vous avez 10 sites internet différents et 5 ou 6 solutions différentes, vous n'allez pas toutes les installer sur votre téléphone, et le danger, c'est qu'au bout d'un moment, là aussi, de guerre lasse, vous trouviez un moyen de bypasser. Éric Salobir, quel business model pour les certifications des identités? Alors, c'est justement toute la difficulté, c'est que pour le moment, elles sont, les entreprises qui fournissent ces solutions sont payées par l'utilisateur, c'est-à-dire par le site qui demande la certification, à la redevance, c'est-à-dire à l'utilisation. Donc, ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une interopérabilité, et on est un peu dans la même difficulté que, on va dire, les plateformes de musique. Si vous vous abonnez à une, vous avez accès à peu près à tout le catalogue, alors que les plateformes vidéo, si vous vous abonnez à une, vous avez accès à un bout du catalogue, et il faudrait avoir 5 abonnements différents pour pouvoir voir à peu près tout ce qui existe sur le marché. Et d'où les difficultés que rencontrent les plateformes vidéo, c'est qu'en fait, la compétition paradoxalement, par certains aspects, peut s'avérer toxique. Et donc, nous, on pousse plutôt à un business model qui soit multi-usage, une espèce de délégation de services publics à des tiers de confiance. Et ça pourrait en partie être financé par le gouvernement. Et bien entendu, ce ne serait pas seulement sur la question de la preuve de l'âge, mais ce serait sur l'ensemble des services que ça pourrait rendre aux citoyens. Et là, de l'argent public pourrait être investi. Autre sujet toujours au cœur de l'actualité, nos données de santé. Comment l'identité numérique, selon vous, selon les travaux que vous avez réalisés, pourrait permettre à la fois de protéger ces données de santé, de les rendre évidemment accessibles à la bonne personne dans le temps imparti. On sait que le temps peut parfois changer beaucoup de choses, notamment dès lors qu'il s'agit effectivement de l'état de santé d'une personne, mais aussi en termes de gouvernance. Alors, la donnée de santé, elle est complexe parce qu'elle est multiforme. C'est-à-dire que d'un côté, il y a vos radios, vos scanners, etc., le contenu de vos analyses. Et puis, moi, j'ai une montre connectée et elle recueille des données de santé. Et 70% des données de santé sont des données non cliniques. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le système de santé. Et donc, en fait, elles n'ont pas le même degré, on va dire, de sensibilité. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on connecte tout ça. Et il y a plusieurs types d'utilisateurs. C'est-à-dire, il y a moi qui veux savoir combien de pas je fais par jour. Il y a mon médecin qui a besoin d'avoir la vision de la
la plus panoramique possible de mon état de santé, de façon à pouvoir poser le diagnostic. Ah, mais vous m'aviez pas dit que, vous savez, la fameuse question, est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous consommez de l'alcool? Ça, c'est à un moment, il y a du déclaratif, mais il y a aussi de la donnée qu'on peut récupérer. Et puis, il y a cette question de l'urgence, c'est-à-dire que d'un côté, on veut protéger nos données de santé et on a envie d'avoir la main. Par exemple, les avoir sur son téléphone de façon complètement sécurisée. Le problème, c'est que si je suis renversé dans la rue, que je suis inconscient et que je ne peux pas débloquer mon téléphone, comment est-ce que les équipes du SAMU vont pouvoir avoir accès au minimum requis pour savoir que j'ai une intolérance à tel médicament ou quel est mon groupe sanguin, par exemple? Et donc, effectivement, c'est tout ça qu'il faut gérer. Et ce qu'on propose, nous, c'est une solution. Alors, pas technique, ce sont nos partenaires qui proposent les solutions techniques, mais un framework de gouvernance qui permet, de limiter, on va dire, la multiplication de l'entrée des données. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez chez un nouveau médecin, on va vous poser 10 000 questions. Ben non, c'est tell it once, vous le dites une fois et puis c'est dans le système. Ça évite de refaire 10 fois les radios ou 10 fois les analyses parce qu'on les a perdues. Ça permet d'avoir un meilleur continuum et donc un meilleur parcours de soins. Et puis, ça permet effectivement d'enrichir le parcours de soins et les données cliniques avec des données non cliniques qui vont être liées à votre environnement de vie, etc. Et dans le cadre, et ça commence à devenir de plus en plus le cas, d'une analyse qui va se faire à base d'algorithmes et d'IA qui vont venir aider le médecin, l'IA, elle va pouvoir cruncher ces données avec plein d'autres et dire que oui, mais si vous avez tel type de pathologie et que vous vivez dans un lieu avec tel type de pollution, vous avez 30% de risque d'avoir tel type de maladie et donc on va vous proposer un dépistage alors qu'on ne l'aurait pas proposé à quelqu'un qui serait ailleurs. Et donc tout ça, ça va permettre effectivement d'améliorer, on va dire, à la fois la fluidité de l'utilisation de la donnée, la sécurisation et puis la santé des patients. Merci Eric. Alors un autre sujet, parce qu'effectivement l'actualité, vous le savez, est dense. 2024, plus de 60% du PIB mondial va se rendre aux urnes, donc des élections qui vont s'échelonner sur l'ensemble de la planète. Et donc effectivement le vote en ligne, alors évidemment n'est pas encore accessible dans beaucoup de pays. Cela représente alors à la fois une question d'accessibilité, là encore, d'inclusivité pour beaucoup, pouvoir accéder à ce droit de vote dans un domaine démocratique, évidemment. Pour autant, il y a encore un certain nombre de risques qui ne sont pas complètement appréhendés ni gérés. Quels sont les risques que vous redoutez, notamment ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que quand on regarde ce genre de situation, on essaie de voir d'abord les avantages et ensuite on regarde les risques. Et les avantages, j'ai pris mon petit déjeuner il y a quelques jours avec le maire d'une ville de taille moyenne en France qui me disait qu'il arrivait de moins en moins à trouver des bénévoles pour tenir les bureaux de vote, pour dépouiller. Et donc en fait, à un moment, notre démocratie est un peu en danger tout simplement parce qu'il n'y a plus personne pour la faire tourner. Et puis on voit bien, d'élection en élection, le taux de participation baisse. Donc la question, c'est notamment parmi les jeunes. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va permettre à des jeunes qui sont plutôt connectés de participer? Comment est-ce qu'on va réduire le besoin en bénévoles dans les bureaux de vote? C'est effectivement en pouvant mettre en place une application, et là c'est pareil, le multipurpose permettrait à l'application sur laquelle est votre carte d'identité aussi de voter. Vous pourriez recevoir une notification en push en disant tiens, c'est aujourd'hui les élections, et puis vous avez la liste des candidats et vous votez. Et ça permettrait même éventuellement d'étendre, parce que pour le moment on vote quand on doit, donc il y a un certain nombre d'élections qui sont dans le calendrier, mais je pense au modèle d'une démocratie plus directe comme la démocratie suisse, et je sais que ça se fait dans un certain nombre de communautés et de collectivités locales, en fait la possibilité de lancer des votes ou des référendums autour de décisions citoyennes locales. Et là, si vous recevez une notification qui vous dit, voilà, la municipalité met au vote, est-ce que vous souhaitez qu'on investisse tant de millions pour construire une piscine en centre-ville? Oui, non. Et vous avez un petit descriptif et vous votez. On aurait probablement un engagement beaucoup plus fort. Alors effectivement, il y a un risque de fraude, mais si ce n'est pas des élections législatives ou présidentielles ou européennes, ce risque de fraude, finalement, il est assez compensé par une augmentation de l'investissement des citoyens. Moi, je préfère qu'il y ait 3% de fraude, mais 30% des citoyens qui aient voté, ou 40% pour décider de la construction de la bibliothèque municipale, parce que là, on va dire, c'est vraiment les gens qui s'engagent, pas juste le conseil municipal qui décide d'engager les deniers publics dans quelque chose. Donc ça, c'est toute la partie positive, et effectivement, les limites, bien entendu, c'est que
tout le monde n'a pas accès au terminal, tout le monde n'a pas les compétences pour pouvoir utiliser ce genre d'outils. Et donc, il est évident que ça ne peut venir qu'en complément d'outils tangibles et de bureaux de vote où vont se rendre, par exemple, des personnes âgées ou des personnes qui sont moins favorisées, qui n'ont pas accès à ça. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que un téléphone, c'est pas un isoloir. Et donc, même si on sécurise complètement l'information de bout en bout, même si on la crypte, etc., on ne sera jamais sûr à 100% que la personne qui vote sur son téléphone, elle n'est pas soumise à des pressions. Alors que normalement, une fois qu'on est dans l'isoloir, ben même si les parents, le mari ou que sais-je, exercent une pression forte sur une personne, la personne peut très bien décider de voter autre chose et ça, personne n'en sait rien. Et donc, effectivement, là aussi, on prône l'utilisation de technologies, par exemple, qui utiliserait les deux caméras, donc la caméra frontale pour vous identifier et l'autre caméra, la caméra principale de l'appareil pour vérifier que vous êtes seul dans la pièce. Donc si vous êtes seul dans une pièce, ça devient un peu un isoloir. Et donc il y a des moyens de contourner ces difficultés et effectivement de faire en sorte que l'identité numérique contribue à une revitalisation de la démocratie et notamment d'une démocratie locale. Alors une dernière question, Eric Salobir, et je l'ai évoqué tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle. On ne peut pas ne pas en parler ici sur le InCyber Forum. Évidemment, l'intelligence artificielle générative et notamment la question qu'elle pose dans la protection des droits à propriété intellectuelle, notamment dans l'utilisation qui en est faite pour générer des contenus systématiques. Quel rôle voyez-vous aujourd'hui dans cette identité numérique? Comment est-ce que les technologies pourrait permettre d'avancer sur cette dimension? Alors là, c'est une verticale un petit peu différente parce que ça implique pas seulement l'identité numérique, mais si vous voulez signer, il faut d'abord vous authentifier. Il faut d'abord qu'on soit sûr que ce soit vous. Et donc, en fait, ce serait comme un side product, un élément supplémentaire. Mais effectivement, on voit de plus en plus maintenant qu'on a la difficulté de vérifier, d'authentifier les contenus soit générés par des IA ou avec l'aide d'IA, soit qui pourraient être transformés par des IA. Et la question, c'est, si vous êtes un journaliste et que vous recevez une dépêche Reuters, par exemple, est-ce que vous êtes certain, selon le type de canal, que la dépêche n'a pas été falsifiée entre-temps? Et ça prend un dixième de seconde, un millième de seconde. La même chose pour une photo, la même chose pour une vidéo. Et comment est-ce qu'on peut garantir ça? Et une bonne façon de le garantir, c'est effectivement d'utiliser des principes de signature électronique qui permettront ensuite de savoir que le mail que vous avez reçu, il y a un bandeau vert qui dit bien que c'est exactement à la virgule près ce qui a été envoyé. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de sécuriser l'information dans on va dire, dans un temps de fake news où de plus en plus, on voit bien que la confiance de l'opinion publique est en chute libre, même vis-à-vis des médias, parce qu'on voit bien que, en fait, ce qu'on voit, on n'est plus certain que ce soit la réalité. Ce qu'on entend, on n'est plus certain que ce soit la réalité. Je peux tout à fait faire chanter à Edith Piaf du Daft Punk. C'est extrêmement facile maintenant avec une IA. Et du coup, ça permettrait cette sécurisation, mais ça permettrait aussi une protection des droits d'auteur parce que, effectivement, ça permettrait de signer et donc de garantir la propriété d'un contenu. Et ça, c'est extrêmement important. Mais c'est vrai qu'on a, et c'est peut-être par ça que je terminerai, une problématique qu'on n'a pas réussi à craquer complètement. Et cette problématique, c'est la tension qui existe entre, d'un côté, la volonté qu'on a au sein de l'Union européenne de protéger les droits d'auteur et donc de faire en sorte que les grandes plateformes qui entraînent des large models sur du contenu puissent rémunérer les fournisseurs et les propriétaires de ce contenu. C'est vrai que si quelque part Google vient scraper toute la presse locale et vous faire un digest qui va reprendre les éléments des articles, la presse locale ne touche pas d'argent et ne vend pas de publicité et ça c'est un problème. Et en même temps, on voit que des pays comme le Japon ont fait le choix de donner un accès total pour l'entraînement à la totalité de leur contenu pour faire en sorte que la culture japonaise soit vraiment représentée dans l'entraînement de ces modèles et que donc on n'ait pas des modèles qui soient majoritairement des modèles anglo-saxons et des modèles de culture nord-américaine. Je discutais avec un artiste d'origine nord-africaine et il me disait si j'essaie de créer un univers avec une inspiration nord-africaine sur Midjourney, c'est quasiment impossible. À un moment, ça ressemble automatiquement à Tatooine. En gros, je fais du Star Wars.
Et c'est vrai qu'on a ce risque de créer avec l'IA une espèce de nouvelle tour de Babel qui parle essentiellement une langue et qui a essentiellement une culture. Et si nous, les Européens, on veut, et j'en discutais avec un certain nombre de membres du gouvernement qui travaillent justement sur cette question-là, de notre identité culturelle et de sa représentation au niveau international, et notamment de la francophonie, à un moment, il va falloir aussi qu'on accepte de partager un peu nos données. Merci beaucoup, Éric Salobir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous en ce début de journée. Un plaisir partagé. Merci à tous. Merci beaucoup.